Il est très rare que de grosses banques fassent faillite, et ces rares fois où elles font faillite, il y a des multitudes d'opportunités qui se sont créées pour tous les publics avertis. Et ces derniers temps, vous ne pouvez pas passer sur les réseaux sociaux ou à la télévision sans manquer de voir les faillites en cascade des banques aux États-Unis, tout comme en Europe. D'abord, la faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis, qui est une très grosse banque, bien que régionale, avec des actifs qui atteignent les 250 milliards de dollars, ce qui est quand même énorme pour une banque régionale. A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank, the second biggest bank collapse in U.S. history. The collapse of Silicon Valley Bank is causing shockwaves across the entire business world. With the FDIC now in control, customers can access up to $250,000 on Monday. But as ABC's Jacqueline Lee explains, that's not enough for many companies left struggling to manage their finances. This weekend, clients of Silicon Valley Bank are scrambling and imploring the federal government to step in to help recover uninsured deposits over $250,000. It's the largest bank failure since the financial crisis of 2008. Dans ces très rares moments d'effondrement, suivis d'une panique généralisée, il y a ce qu'on appelle un effet de contagion qui se prolifère positivement ou négativement sur d'autres actifs et plus généralement sur d'autres secteurs. Et l'actif dont nous allons parler aujourd'hui va en profiter énormément. Et ceux qui ont investi seront les heureux gagnants. L'effondrement de la banque Crédit Suisse, sa chute brutale au cours de ces dernières semaines, a créé un effet de contagion sur d'autres banques européennes, les banques françaises, telles que BNP Paribas ou Crédit Agricole, Société Générale, qui sont respectivement la 6e, 10e, 20e plus grande banque sur le classement international. Les gens sortent leur argent des banques pour aller investir dans des actifs alternatifs. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à deux questions très intéressantes, à savoir comment on en est arrivé là, mais surtout comment le Bitcoin et l'or sont devenus les deux actifs, les deux achats qui sauvent beaucoup de gens et qui créeront beaucoup de millionnaires. En 2009, juste après la faillite de l'une des plus grosses banques au monde, en l'occurrence Lehman Brothers, une invention technologique a permis à plus de gens d'être millionnaires et pour certains milliardaires. C'est l'un des plus gros transferts de richesse jamais réalisés dans l'histoire. C'est l'équivalent de la richesse créée quand les gens ont découvert le pétrole ou quand on a inventé les ordinateurs ou encore l'avènement d'Internet. Vous l'aurez deviné, ce bijou de technologie n'est rien d'autre que le Bitcoin. C'est le début d'une grande révolution dans le milieu des transactions financières avec l'introduction d'une nouvelle façon de transférer de l'argent. Pour mieux comprendre et tirer profit de ce qui nous attend, revenons en arrière sur ce qui a précédé et donné naissance aux actifs alternatifs tels que le Bitcoin et compagnie. Bref, revenons aux banques et aux faillites, lesquelles elles se sont tant accoutumées. Les banques modernes ne fonctionnent que sur un principe, la dette. C'est tout. La dette est la pièce motrice du système financier d'aujourd'hui. Les particuliers s'endettent, les États s'endettent, les entreprises s'endettent, tout le monde s'endette. Et qui crée cette dette? Les banques. Et vous aurez bientôt la preuve que c'est l'endettement des États et celle des banques commerciales, qui sont, disons-le, des entreprises privées qui n'existent que pour le profit, qui a causé la faillite très récente de la Silicon Valley Bank. Et que c'est cette faille dans le système qui a créé la richesse pour les gens les plus attentifs. La banque centrale imprime de l'argent à partir de rien. Elle procède par là à la création de la dette. Elle est la seule entité capable de créer de l'argent à partir de rien. L'État ne peut pas le faire. Les entreprises privées ne peuvent pas le faire. Elle seule peut le faire, et de manière légale. Sitôt qu'elle a créé cet argent, l'État va écrire un papier qui est une reconnaissance de dette, communément appelé bon du trésor ou obligation, qui s'étend sur le long, court et moyen terme. Sur ce papier, l'État reconnaît avoir emprunté de l'argent à la banque centrale et dispose par écrit des conditions du prêt, de taux d'intérêt qu'il doit et la date d'échéance du prêt, pour le dire de manière assez simple. C'est comme ça que les banquiers centraux renflouent les États et c'est pour cette raison qu'on dit souvent que les banquiers contrôlent l'argent. Et quiconque contrôle l'argent, contrôle le monde. La France est aujourd'hui endettée à hauteur de 2 950 milliards d'euros. Et bientôt la barre des 3 000 milliards d'euros. L'Allemagne a 4 700 milliards d'euros. Et bientôt la barre de 5 000 milliards d'euros. Et vous ne vous attendez pas à ça.
les États-Unis, à eux seuls, une dette colossale de 31 000 milliards de dollars. Ces dettes colossales viennent des sources diverses et variées. On a les dettes envers les banques centrales qu'on vient juste de voir, mais aussi de la dette contractée auprès des autres opérateurs économiques tels les banques commerciales, les entreprises et même les particuliers. Et sur ces dettes colossales, les États doivent payer des intérêts dont les taux peuvent des fois être complètement dingues. Par exemple, cette année 2023, l'État français va emprunter un montant record de 270 milliards, rien que cette année. Mais là où ça devient compliqué, c'est que, pour cet emprunt à 10 ans, l'État va payer un taux d'intérêt de 3%, alors que ce taux était, au début de 2022, à 0,3%. Sans se rendre compte, on peut se dire que 3%, c'est rien. Mais en chiffres, c'est l'équivalent d'une somme énorme de 8,1 milliards, rien qu'en taux d'intérêt. Parmi ceux qui prêtent de l'argent à l'État, il y avait un certain Silicon Valley Bank qui a emprunté beaucoup d'argent au Trésor américain, et cet emprunt a littéralement causé sa faillite. Voici une explication la plus simple que vous pouvez trouver. La Silicon Valley Bank est cette banque régionale qui garde les dépôts de ses clients, qui sont principalement des startups. En 2021, après le succès des entreprises technologiques lors de la pandémie, qui ont vu leurs bénéfices et leurs cours exploser à la hausse de la façon la plus rapide possible, beaucoup de startups qui, clients de la Silicon Valley Bank, ci-après SVB, ont levé d'importants fonds pour leurs activités et les ont déposés auprès de leur fidèle banque, la SVB. Cette importante campagne de financement a fait que la SVB s'est retrouvée avec des dépôts de près de 200 milliards de dollars dans ses caisses. Ce n'est pas son argent, ce ne sont pas ses fonds propres, mais elle a voulu essayer le jeu des banquiers avec les dépôts de ses clients. Elle a pris cet argent, les a empruntés à l'État américain, en l'occurrence le Trésor, en achetant les bons du Trésor avec un taux d'intérêt très faible. Rappelez-vous de ce qui a été dit juste avant sur la dette française, sur les bons du Trésor français. 2023 est l'année record avec une émission de dette de 270 milliards d'euros. Mais le problème n'est pas juste le montant, mais le taux d'intérêt à payer sur ce montant. On est passé d'un taux d'intérêt de 0,3 en 2022 à un taux de 3% cette année. La différence entre ces taux, c'est plus de 7 milliards d'euros. Et la cause principale de tout cela, c'est la remontée des taux d'intérêt par les banques centrales. Et donc, quand la Silicon Valley Bank a acheté la dette du Trésor américain, elle avait un taux d'intérêt très faible. Quand la Banque fédérale américaine a rehaussé le taux d'intérêt pour combattre l'inflation, le taux d'intérêt sur le bon du Trésor américain, tout comme le Trésor français, a augmenté. En France, on est passé de 0,3 à 3% en moins de 2 ans. Et l'exemple précédent nous a montré l'énorme écart entre ces deux taux. Si vous êtes entrepreneur, vous aurez vite compris que les investisseurs n'ont qu'un seul but, trouver des rendements meilleurs avec le moins de risques possible. Là, que font ces investisseurs ? Ils commencent à vendre les anciens bons du Trésor, qui ont un rendement faible, pour acheter les nouveaux, qui ont un rendement plus élevé. Quand ils vendent les anciens bons du Trésor pour acheter les nouveaux, naturellement, la valeur des anciens chute considérablement, parce que personne n'en veut. Et donc, les banques comme la Silicon Valley Bank se retrouvent à vendre les anciens bons du Trésor à prix qui n'est plus du tout attractif. Surtout que pour le cas particulier de cette banque, elle a utilisé l'argent de ses clients, les dépôts qui ont été faits après l'énorme campagne de financement. Pour le coup, les déposants qui ne peuvent plus emprunter ailleurs reviennent et réclament leur argent. La SVB doit vendre ses bons qu'elle a achetés à un prix moins attractif que son prix d'achat, puisqu'elle doit rembourser ses clients. Et en commençant à vendre à moindre prix, elle a subi des pertes colossales de plusieurs milliards qui ont entraîné sa chute. C'est presque pareil si vous revenez plusieurs années avant, précisément en 2008, lors de la crise financière qui a entraîné la chute du géant financier Lehman Brothers. Avant sa faillite, Lehman Brothers avait des actifs avoisinant les 650 milliards de dollars. C'est un mélange de fonds de ses clients et de ses fonds propres. Mais l'avidité et l'argent facile l'a poussé à emprunter cet argent à un tas de gens qui ont un antécédent de crédit très médiocre et qui effectivement présentaient des risques élevés de non-remboursement. Elle l'a fait à cause des promesses des taux d'intérêt plus importants tout en ayant connaissance de leurs antécédents de crédit. Et la moindre défaillance a causé sa chute, qui a créé un effet domino sur les autres banques et qui a entraîné la crise financière de 2008.
Et à la même période, une technologie qui a presque créé autant de millionnaires qu'Internet à son époque a vu le jour, et c'est le Bitcoin. Satoshi Nakamoto, celui qui a publié le livre blanc du Bitcoin, et potentiellement celui qui est derrière le Bitcoin, l'a fait pour une raison principale, à savoir enlever le contrôle de l'argent de la main des élites pour le confier à tout le monde et en même temps à personne. C'est le principe de la décentralisation. Et la période de faillite bancaire, de Crédit Suisse à la SVB en passant par les autres banques, cette période particulière qu'on vit actuellement est très révélatrice en ce que celui qui se nomme Satoshi Nakamoto a rendu public Bitcoin juste après la crise de 2008. Et bientôt aujourd'hui, Bitcoin prend un tournant fou et un envol important de sa valeur qui va bientôt frôler la barre des 30 000 $, alors que pendant presque un an, il a stagné autour de 20 000 $. Plus les banques font preuve de mauvaise gestion et mauvaises pratiques, plus Bitcoin, Ethereum, l'or et les autres actifs alternatifs deviennent une véritable réserve de valeur. Plus les financiers gèrent mal l'argent, les dettes et tous les autres instruments financiers, plus Bitcoin se consolide comme une véritable alternative. Et dans cette quête, le milliardaire Tim Draper, qui a investi très tôt dans des entreprises comme Tesla, Coinbase, Skype, Hotmail, bref tout un tas d'entreprises, a estimé que le Bitcoin va bientôt atteindre les 250 000 $, parce qu'il n'y a plus aucune raison de garder l'argent fabriqué de toutes pièces par les financiers. À côté de lui, il y a un autre milliardaire dont la prédiction est beaucoup plus intéressante que la première, parce que celui-ci, bien avant la pandémie, a prédit tout ce que nous avons vécu, à savoir le télétravail, le confinement, la montée du nationalisme, etc. Et son tweet est toujours public, tout le monde peut aller vérifier l'exactitude. Balaji Srinivasan, entrepreneur très reconnu dans le milieu, a parié 2 millions de dollars que le Bitcoin va atteindre 1 million de dollars dans les 90 prochains jours, à cause d'une hyperinflation et une dépréciation massive des monnaies en vue. Ce qui est une prédiction folle qui supposerait un gain de plus de 3600% en 90 jours, ce qui rend même les bitcoins maximalistes assez sceptiques. Robert Kiyosaki, l'auteur du très célèbre Rich Dad Poor Dad, ne cache pas non plus son côté pris en faveur du bitcoin. Il affirme clairement qu'il n'investirait jamais dans tout ce que les gouvernements et les financiers peuvent créer de nulle part. Il l'a répété il y a quelques jours. Je continue d'acheter de l'or, de l'argent métal et du bitcoin. Avec son humour propre à lui, il dit « L'or est l'argent de Dieu, bitcoin est l'argent du peuple ». La confiance joue un rôle très important dans les investissements et plus généralement dans les échanges humains. L'auteur de Père riche, Père pauvre dit « La raison pour laquelle les gens achètent des bitcoins est la même raison pour laquelle j'achète l'argent et j'achète de l'or. Je ne fais pas confiance aux billets de banque. » Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les banques en Europe, tout comme aux États-Unis, c'est la méfiance qui s'installe. La confiance a été rompue, en tout cas pour beaucoup de gens. Charles Gave disait dans une de ses dernières interviews que les gens croient que quand ils mettent de l'argent dans une banque, cet argent est toujours le leur. Alors qu'en réalité, en déposant son argent dans une banque, on ne fait que prêter cet argent à cette banque, qui peut aller faire tout ce qu'elle veut faire avec. Elle peut le prêter, l'investir, l'utiliser comme levier pour emprunter auprès des autres banques, etc. Il y a tout un catalogue de mécanismes légaux qui permettent aux banques d'utiliser les dépôts. Vous connaissez peut-être très bien le fonctionnement du système de réserve fractionnaire, mais quand il y a une panique bancaire, une situation où les déposants se précipitent pour retirer leurs dépôts, les banques ne peuvent pas assurer tous les retraits parce que l'argent n'y est plus. Il a été investi, utilisé à bon ou mauvais escient par la banque. C'est justement ce qui est arrivé à la Silicon Valley Bank. Les déposants se sont mis à retirer leurs dépôts et tout à coup, il n'y a plus d'argent parce que la banque a utilisé les dépôts pour acheter d'autres instruments financiers rentables. Le fonctionnement est très différent quand il s'agit des cryptos ou des plateformes d'échange des cryptos. Je suivais une interview très récente sur Bloomberg du milliardaire Brian Armstrong, PDG et fondateur de la plateforme des cryptos Coinbase, qui est la deuxième ou la troisième plateforme de crypto-monnaie au monde. Celui-ci disait que 100% des dépôts de crypto-monnaie faits sur sa plateforme sont 100% disponibles et peuvent tous être retirés en même temps. On est loin du système bancaire traditionnel où les banques ne sont obligées de garder en dépôt que l'équivalent de 10 à 15%
pour assurer les retraits des clients. Cela dit, bien sûr qu'il peut y avoir des défauts dans le milieu encore très embryonnaire des crypto-monnaies, et le scandale et la chute de FTX est l'illustration parfaite quand le patron de la plateforme s'est mis à utiliser les dépôts de ses clients pour spéculer sur le marché financier. Et c'est justement pour éviter ces dérives que la plupart des experts, en tout cas ceux que j'ai eu l'occasion d'écouter, recommandent d'avoir ces actifs dans un portefeuille privé. Mais ça, c'est une autre histoire pour une autre vidéo. Donc essentiellement, en l'espace de quelques semaines, et du fait de la secousse qui a touché le système bancaire, Bitcoin a acquis une capitalisation boursière de près de 500 milliards d'euros, faisant de lui la classe d'actifs la plus performante de cette année. Selon une analyse de Goldman Sachs, cette année, Bitcoin a su performer l'immobilier, l'or, le S&P 500 et le Nasdaq, qui sont les meilleures classes d'actifs dans lesquelles quelqu'un peut investir. Et en parlant d'or, si vous avez investi, sur une année complète jusqu'à ce jour, vous auriez eu un retour sur investissement de 6%, ce qui est très insignifiant face au gain qu'a réalisé le cheval le plus rapide qu'est le Bitcoin. Ce qui se dit ici est très important. Ce qu'on vit actuellement est aussi très important. Certaines personnes cherchent à concevoir des projets hyper complexes, investissent tout leur argent, toute leur économie, prennent le risque de leur vie avec 1% de chance de réussir. Ce qui peut marcher pour certains. Mais le mieux, et c'est justement ce que partage Warren Buffett, c'est de choisir quelques investissements tellement meilleurs que vous pouvez garder toute une vie sans avoir la moindre envie de vendre. Et la faillite spectaculaire des banques ouvre la porte à l'or et le Bitcoin pour se créer une richesse et conserver la valeur de son argent. La véritable révolution cryptographique et cryptologique dans les échanges humains n'a même pas encore commencé. Ce que nous avons en ce moment est l'équivalent d'un avant-goût. Ce qui nous attend est encore énorme. L'ancien système se défait lui-même et l'alternative le remplace progressivement. Et une richesse colossale se crée tout le long de ce processus. Heureux seront ceux qui y ont investi. Malgré les critiques, Bitcoin s'est montré très résilient, antifragile et une meilleure alternative, la classe d'actifs financiers la plus performante de cette année.